Bonjour. Alors, on va continuer aujourd'hui donc dans les applications linéaires. En fait, c'est une partie de l'algèbre linéaire. On va voir ce qu'on appelle le théorème du rang. Voilà de quoi il s'agit. Allez, donc on va voir. Théorème. Alors ici, on va supposer deux espaces vectoriels sur un corps donc, de base que l'on note K. Donc soit E et F, deux espaces vectoriels, ou bien 2K espaces vectoriels si vous voulez, 2K espaces vectoriels. Et là, la condition, il faut que, avec dimension de E, il faut qu'il soit fini. Et là, je vais considérer donc une application phi, donc une application linéaire, de E vers F, il faut qu'il soit linéaire. Et donc avec ces conditions-là, eh bien, on a quelque chose de très important concernant les dimensions de l'image et du cœur, ou bien du noyau de l'application phi. Eh bien, on a dimension de E, alors dimension de E égale à la dimension du cœur de phi, du noyau de phi, plus le rang de phi. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle donc le théorème du rang, donc en faisant apparaître le rang de phi. Très bien, donc avant de voir la démonstration, je vais vous rappeler quand même quelques résultats ou bien quelques définitions très importantes. Très bien. Allez, on va commencer premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire donc un espace vectoriel de dimension finie? Un espace vectoriel de dimension finie, c'est tout simplement un espace vectoriel qui a une partie génératrice finie. Très bien. Donc, j'avais déjà rappelé, en fait, j'avais déjà donné l'essentiel sur les applications linéaires. Alors, il y a une autre propriété importante sur le cœur d'une application linéaire et aussi l'image de phi. Eh bien, donc, on sait toujours que cœur de phi avec ses notations est un sous-espace vectoriel de E. Et en revanche, on a la même chose. On a donc l'image de phi, c'est un sous-espace de l'espace d'arrivée. Donc l'image est un sous-espace vectoriel de F. Voilà, et bien, donc la définition de rang, du rang en fait d'une application linéaire, et bien le rang de phi, tout simplement, rang de phi, c'est tout simplement c'est la dimension. Puisque l'image de phi est un sous-espace vectoriel de f, donc elle a bien une dimension, et bien c'est tout simplement c'est la dimension de l'image de phi. Donc voilà qu'est-ce que ça veut dire le rang d'une application linéaire. Très bien. Et donc il y a aussi une autre propriété très importante. Si vous avez E et de dimension finie, et bien l'image aussi est de dimension finie, tout simplement parce que si je prends par exemple, puisque E est un espace vectoriel de dimension finie, eh bien, si j'ai par exemple E1 jusqu'à En, la base de E, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc la famille phi de E1 jusqu'à phi de En. Ça, c'est une famille qui est génératrice de l'image de phi. Donc, est génératrice, famille génératrice de l'image de phi. Et donc, du coup, eh bien, donc, comme c'est une famille génératrice et elle est finie, ça veut dire que l'image de phi est finie. Donc, voilà quelques rappels. Dans les démonstrations, le plus souvent, elles sont très simples à voir. Et donc, on en aura besoin pour la démonstration. Donc, on commence par la démonstration ici. Eh bien, comme cœur de phi est un sous-espace vectoriel de E, eh bien, alors, la démonstration.
Donc c'est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension finie. Ben, il a donc une base qui est de cardinal fini. Eh bien, je vais prendre soit... Alors, j'ai donc phi qui est de E vers F. Et donc, je vais prendre E1 jusqu'à EP, par exemple, une base de ker de phi. Donc, c'est une base dans cet espace vectoriel. En fait, c'est une base de ker de phi dans cet espace vectoriel. Très bien. Et pareil, puisque l'image de phi est un sous-espace vectoriel de f, et on vient de dire qu'il est de dimension finie, eh bien je vais supposer donc f1 jusqu'à fq, par exemple, une base de l'image de phi. Très bien. Et donc, c'est comme c'est une base dans l'image de phi, ben, ça veut dire ici qu'il va exister, alors quel que soit i appartenant à 1 jusqu'à q, 1 jusqu'à q, eh bien donc il va exister alors il va exister donc f ou bien gi tel que donc gi alors appartenant à E tel que quoi? Ben, gi, donc ça va être un antécédent de fi par l'application phi, tel que phi de gi égale à fi. Très bien, donc pour mieux comprendre, alors j'ai pris donc une base du quart de phi qui loge dans E, et j'ai pris donc une base de l'image qui loge dans F. Et donc j'ai pris gi, qui sont les antécédents des éléments de la base de l'image de phi. Donc les antécédents, ils vont se trouver dans E. Donc du coup, je peux prendre, alors soit, donc je vais prendre la famille E1, EP, et je vais donc la compléter avec la famille F1, G1 jusqu'à GQ. Donc ça, c'est une famille d'éléments de E. Je vais pouvoir démontrer qu'il s'agit d'une base de E. Donc, montrons que est une base. Alors, si j'arrive à démontrer que ça, c'est une base de E, cela veut dire quoi? Que la dimension de E, ça va être P plus Q. Et comme P, c'est la dimension de ker de phi, et que Q est la dimension de l'image de phi, donc j'aurais démontré le théorème du rond. Et donc, il s'agit bien maintenant donc, de démontrer qu'il s'agit bien d'une base. Alors, et on sait très bien qu'une base, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc on va démontrer d'abord qu'elle est libre, et ensuite on va démontrer qu'elle est génératrice. Donc pour démontrer qu'elle est libre, donc la procédure générale, c'est de considérer une combinaison linéaire de tous ces éléments-là, combinaison linéaire nulle, et de démontrer que tous les coefficients sont nuls. Donc voilà, alors soit lambda 1 jusqu'à lambda p, donc pour ces éléments-là, et je vais prendre mu 1 jusqu'à mu q des scalaires, tels que, donc tel que, alors lambda 1 E1 plus lambda 2 E2, etc. jusqu'à lambda p EP, plus mu 1 G1 pardon, mu 1 G1 plus jusqu'à mu Q et GQ. Il faut que ça fasse 0. Et donc là, il s'agit de démontrer que tous ces coefficients-là sont nuls. On y va. Très bien. Et donc, je vais appliquer l'application phi à cet élément-là qui est un élément de E. Donc on a phi de lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 jusqu'à lambda pi EP plus mu 1 G1. Voilà, égale à 0 puisque phi est une application linéaire. Donc, une application linéaire, et l'on voit le 0 de E.
sur le 0 de f. Donc, j'ai pas fait la différence entre les deux. Donc là, normalement, c'est un 0 de e. Et là, c'est un 0 de f. Très bien. Et donc, puisque phi est une application linéaire, eh bien, je peux bien séparer cet élément-là et cet élément-là. Donc, je vais mettre, ça va faire phi, ça permet de dire que phi de lambda 1 E1 plus lambda pi EP plus phi de mu1 G1 mu Q GQ égale à 0. Voilà, allez, on y va. Donc on a E1 jusqu'à EP, ce sont des éléments de Ker de phi. Et donc, une combinaison linéaire, puisque c'est un sous-espace vectoriel, une combinaison linéaire des éléments de Ker de phi reste encore un élément de Ker de phi. C'est-à-dire que phi de cet élément-là égale à 0. Donc ça égale à 0. Et puisque phi est une application linéaire, donc ça me permet de, à partir de là, de faire ressortir les lambda i à l'extérieur. Donc, ça va nous permettre de dire que phi, ou bien lambda 1, phi de G1, pardon, mu 1, mu Q, phi de GQ. Très bien. Alors, phi de G1, c'est F1. Donc là, ça permet de dire que mu1 F1 jusqu'à mu Q FQ égale à 0. Or, F1 jusqu'à FQ est une base du Ker de phi. Qu'est-ce que ça veut dire une base? Je viens de dire qu'il est à la fois libre et génératrice. Donc c'est une famille libre. Puisqu'il est libre, je peux conclure que mu1 égale à mu2 égale à mu q égale à 0. Donc là, ça permet de dire que mu1 égale à mu2 à mu q égale à 0. Voilà, donc il y a une partie qu'on a déjà trouvée. Donc mu1 égale à 0, mu q égale à 0, donc très bien. Allez, la suite. Donc je vais effacer à partir de là, pour continuer encore. Voilà, alors. Donc à partir de là, puisque on vient de démontrer que mu1, mu2 jusqu'à mu q égale à 0, ben, ça veut dire que toute cette partie-là égale à 0. Donc si ça fait 0, ça permet de dire que lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, jusqu'à lambda P, EP égale à 0. Or, E1, EP est une base Ker de phi. Donc c'est une partie qui est libre. Donc c'est une base. Donc s'il est libre pour Ker de phi, ben, il va être libre aussi pour E. Et donc du coup ici, à partir de là, je peux dire que lambda 1 égale lambda 2 du fait, bien sûr, toujours que cette famille-là, elle est libre. Voilà, donc on est parti d'une combinaison linéaire qui est nulle, et on a démontré à la fois que lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda p égale à 0, et aussi les autres facteurs mu1 jusqu'à mu-q, ils sont nuls. La conclusion, c'est que la famille E1, EP, G1 jusqu'à GQ est une famille qui est libre. Donc là, alors, E1, EP, G1 jusqu'à GQ est libre. Voilà, donc maintenant il nous reste à démontrer que c'est une famille qui est génératrice. Allez, voilà, donc je vous laisse regarder et après donc je vais effacer. Alors maintenant, on va démontrer qu'elle est génératrice. Génératrice, ça veut dire que tout élément de E s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire de ces éléments-là. Très bien. Alors, je vais prendre donc X qui est dans E et je dois pouvoir l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de tous ces éléments-là. Bon, allez. Donc, soit X appartenant à E
Alors, puisque ker de phi est un sous-espace vectoriel de E qui est de dimension finie, eh bien, je vais considérer donc son supplément et je vais l'appeler S. Donc je peux écrire E sous la forme de ker de phi plus en somme directe avec un supplément. Et donc du coup, alors, mon x, je peux l'écrire sous la forme de x1 plus xs. Donc xs, c'est un élément de S, et x1 qui est un élément ker de phi. Voilà, alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, j'ai phi de x. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai phi de x égale à phi de x1 plus phi de xs, puisque phi, on vient de dire que c'est une application linéaire. x1 il est donc R, ça veut dire que cet élément-là égale à 0. Et donc phi de xs, ça va être un élément de l'image de phi, qui va appartenir à l'image de phi. Puisqu'il appartient à l'image de phi, et que f1 jusqu'à fq est une base de l'image. Donc ça veut dire que cet élément-là, je peux l'écrire sous la forme de... Allez, je vais l'écrire alpha 1 f1 plus alpha 2 f2 plus et bien plus alpha q fq. Donc on a écrit alors cette fois-ci, donc les alpha 1 jusqu'à alpha q sont uniques, puisque là c'est une base. Très bien, donc on va revenir encore à f de 1, on va introduire les gi. Donc f1 c'est phi de g1, f2 c'est phi de g2, etc. Donc là ça va faire alpha 1 phi de g1 plus, etc. jusqu'à alpha q phi de gq. Et encore une fois, le fait que phi est une application linéaire, donc ça me permet d'écrire ça sous la forme de phi alpha g1 plus alpha q gq. Donc phi de x, ça fait ça. Donc alpha 1 G1 plus alpha Q GQ, lui, c'est un élément de E. Très bien. Donc ici, alors ça, c'est un élément de E. Eh bien, là, à cet instant-là, ben, je vais appeler Y. C'est tout simplement, c'est le X que j'avais pris là au départ. Eh bien, moins cet élément-là, je vais l'appeler... oui, donc cet élément, je vais l'appeler Z par exemple. On va répéter donc moins Z. Très bien. Donc à partir de là, alors je vais pouvoir démontrer que Y est un élément qui appartient à... oui, donc c'est un élément qui appartient au ker de phi. En effet, eh bien regardez bien, on a alors phi de y égale à phi de x moins phi de z. Puisque donc phi est une application linéaire, et bien phi de y est égal à phi de x moins phi de z. Phi de x c'est ça, et phi de z c'est ça, c'est pareil, donc ça fait 0. Et ça entraîne, alors, donc je vais pouvoir effacer ici. Donc ici, alors ça me permet de dire que y appartient à ker de phi, donc moyen de phi. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que x
moins Z appartient ker de phi. Or, ker de phi, ben on avait dit que E1 jusqu'à EP est une base. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que x moins z s'écrit sous la forme de lambda 1 E1 plus lambda P EP. Et en faisant passer maintenant le y de l'autre côté, ça permet de dire que x égale ça, donc lambda 1 E1 plus lambda P EP. Mais le z, on avait dit que c'était ça. Ça veut dire plus alpha 1 G1 plus alpha Q GQ. Et là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que x, on l'a écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de ces éléments-là. Donc, lambda 1 E1 jusqu'à lambda P EP, alpha 1 G1, alpha Q GQ. C'est la preuve que cette famille-là est génératrice. Donc, E1 EP, G1 GQ est génératrice. Donc, puisque c'est une famille génératrice, ça veut dire, puisque tout à l'heure on avait démontré qu'elle était libre, donc il s'agit d'une base ici. Alors, donc là, ça permet de conclure. Alors, je vais donc pouvoir effacer tout ça. Eh bien, à partir de là, eh bien, donc, on a E1, EP, G1 jusqu'à GQ est une base de E. Et donc, puisque c'est une base de E, on a donc, alors, j'ai dimension de E, qui est le nombre d'éléments de cette base-là. Ça va faire P plus Q. Alors, P, on avait dit que c'était, c'est donc P, c'est la dimension ker de phi. Donc ça, c'est ker de phi. Et bien après, plus Q qui est, pardon, c'est pas ker, mais plutôt dimension. Et bien là, c'est dimension de l'image de phi. Q, c'est la dimension de l'image de phi. Or, la dimension de l'image, ça c'est le rang de phi. Ben, ça prouve bien maintenant que dimension de E, c'est dimension de ker de phi plus le rang de phi. Voilà ce qu'il fallait démontrer pour ce théorème-là. Alors, on va voir maintenant un corollaire qui est très très important. Donc, le plus souvent, on l'utilise sous cette forme-là. Donc, à partir de ça, on peut avoir un corollaire très très important que l'on utilise et qui nous facilite beaucoup le travail, des fois lorsqu'il s'agit de travailler sur les applications linéaires. Donc, voilà le corollaire. Eh bien, le corollaire est le suivant. Donc, je vais effacer ici. Voilà. C'est un corollaire que l'on va bien utiliser ici. Allez. Très bien. Bon, allez, le corollaire, donc on a pratiquement la même chose. Tout ce qu'il faut rajouter ici, eh bien, à partir de là, on doit prendre deux cases espace vectoriel tels que, eh bien, ici, il faut que la dimension de E soit égale à la dimension de F, et tout ça, il faut que ça soit fini. Donc, il faut que l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension, et que cette dimension-là, il faut qu'elle soit finie. Et là, je considère phi qui est une application linéaire ici. Eh bien, vous allez voir aussi, c'est vraiment impressionnant, puisque pour démontrer que phi, alors on a phi injective, est équivalente à ce que phi est surjective. Et bien sûr, voilà, donc
puisque f est injective, c'est la même chose qu'elle est surjective. Donc ça veut dire, si elle est injective, forcément elle est surjective. Si elle est surjective, forcément elle est injective. Ça veut dire elle est bijective. Donc c'est équivalent à dire que φ est bijective. Eh bien, on va voir pourquoi on a ça. Eh bien, d'après donc le théorème du rang, qu'est-ce qu'on a? On a donc, alors je suppose que cette dimension-là égale à n, pour bien faciliter un peu le travail. Eh bien, le théorème du rang nous permet de dire que le n, qui est la dimension de E, alors n qui est égal à la dimension de E, c'est tout simplement, c'est ker dimension ker de phi plus le rang de phi. Très bien. Nous avons vu aussi que ker est un sous-espace vectoriel de E et que l'image de phi est un sous-espace vectoriel de f qui est de dimension finie. Eh bien, on va voir donc la première implication. Donc, je vais faire que cette équivalence-là, l'autre s'obtient automatiquement. Eh bien, si phi est injective. Donc, si phi est injective, il se passe quoi? Ça veut dire que ker de phi, là, on a déjà vu, donc f est injective est équivalent à ce que ker de phi est réduit donc à l'élément neutre. Je l'avais déjà démontré dans l'une de mes vidéos, donc si vous n'arrivez pas à voir le pourquoi, donc je vous conseille de consulter cette vidéo. Et bien là, ça veut dire que ça va faire 0 de E. Si ker de phi donc égale à 0 de E, ça veut dire que la dimension de ker de phi égale à 0. Donc si la dimension est égale à 0 ici, et bien à partir de là, ça fait 0. Ça veut dire la dimension de E est égale au rang de phi égale à n. Donc égale aussi à la dimension de f. Et donc l'image de phi qui est un sous-espace de f et qui a la même dimension que f. Eh bien, donc ça prouve que le rang de phi égale la dimension de f. Eh bien, ça veut dire aussi que l'image dimension, puisque le rang c'est la dimension, alors dimension de l'image de phi égale dimension de f. L'image de phi est un sous-espace vectoriel de f et que ils ont la même dimension. Ça veut dire que les deux espaces sont égaux. Ça veut dire que l'image de phi égale à f. Et l'image de phi égale à f, cela veut dire tout simplement que f est surjective. Voilà, donc si f est injective, ça veut dire que f est surjective. Inversement, donc on va supposer, supposons que phi est surjective. Donc il s'agit de démontrer qu'elle est injective. Alors si phi est surjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de phi égale f, l'espace en entier. Ça veut dire que la dimension de l'image de phi égale la dimension de f, qui est égale à n. Donc je reviens toujours à la formule du rang. Donc là, égale à n en entier, donc qui est égal à n, forcément ça va faire 0. Alors, j'ai donc la dimension de ker de phi est égale le rang de f moins, égal à n moins rang de phi. Donc égal à n moins n égale à 0. Dans quel cas un espace ou bien ce espace vectoriel a une dimension nulle? C'est tout simplement lorsque cet espace-là est réduit à l'élément neutre. Donc là, ça veut dire que ker de phi égale l'élément neutre. Et bien, si ker de phi est réduit à 0 puisque phi est une implication linéaire ici, ça permet de dire que tout simplement phi est injective. Voilà donc la démonstration donc, du corollaire. Eh bien, alors,
qu'est-ce que ça me permet de faire ça en général? Alors, pour démontrer qu'une application est un isomorphisme, et des fois, donc, lorsqu'on est dans un espace vectoriel, lorsqu'on est dans un endomorphisme, ben, il suffit tout simplement de démontrer soit f est injectif, soit f est surjectif. Ça dépend donc des cas à chaque fois, et on utilise toujours les méthodes les plus simples. Et bien, ça me permet donc de conclure que l'application est bijective. Donc voilà, pas besoin de démontrer les deux, qu'une seule partie suffit. Et ben, par contre, il faut bien faire attention à ce que la condition soit vérifiée. Il faut que les deux dimensions soient pareilles. Il faut que, voilà, bien sûr, avoir une application linéaire. Voilà, donc j'arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part. Sinon, donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.